Dans cette boîte, il y a de la souffrance et du deck building. Dune Imperium, un jeu de placement d'ouvriers et de deck building qui se déroule dans l'univers du roman de Frank Herbert et bien sûr du film de Denis Villeneuve, inspiré de la même œuvre. Vraiment, tu sais, comment dire, c'est un univers que j'adore. J'adore Dune. J'aime à quel point cet univers-là va loin dans ses rouages, dans sa pensée, dans sa philosophie. Et là, bien sûr, il y a le fameux jeu Dune, qui existe depuis longtemps, qui a connu plusieurs itérations, qui est un classique des jeux de conquête. Mais là, ici, on nous propose... Ça n'a aucun rapport avec le jeu de table Dune, celui qui était fait par Avalon Hill, si je ne me trompe pas. On est vraiment dans autre chose, quelque chose qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple, que vous allez pouvoir montrer sans trop vous casser la tête à vos amis qui sont peut-être pas des énormes gamers. C'est un jeu de deck building assez classique à la base, donc on commence avec un paquet de 10 cartes. On va brasser ces 10 cartes-là, piocher une main de 5 cartes. Vous voyez, on est en terrain connu. Et là, c'est là que ça commence, la twist. C'est que ces cartes-là, elles sont à double usage. Donc il y a certaines cartes en bas qui ont un effet de révélation. Par exemple, ici on a une petite épée, certains vont donner de l'influence, etc. Cet effet-là va arriver seulement si vous les gardez en main jusqu'à la fin du tour. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire avec une carte? On peut la jouer pour envoyer un agent quelque part. Et là, toutes les cartes ont des petits symboles, des pictogrammes qui représentent un secteur du plateau. Par exemple, ici, j'ai Seek Allies, à la recherche d'alliés, qui me permet d'aller voir une des 4 factions, un de ces 4 cadrans-là du secteur, avec un de mes petits employés. On commence avec 2 employés, éventuellement on pourra en avoir plus. Alors, c'est ça qui est particulier, c'est que oui, c'est un placement d'ouvrier aussi. On doit sacrifier une carte pour pouvoir placer un ouvrier, mais cet ouvrier-là est contraint de se rendre dans un espace qui nous est permis par les cartes. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce qu'il y a des espaces qui sont faciles de s'y rendre. Donc, on peut facilement aller sur n'importe quel espace du plateau du désert. Alors, aller dans une station de recherche, Carthage, Arrakeen. C'est assez simple avec les cartes de base. Mais éventuellement, si vous voulez faire les super grosses actions qui se trouvent ici chez les Bene Gesserit ou chez les Fremen, vous allez devoir acquérir des cartes de ces factions-là pour pouvoir, de façon assez fiable, envoyer vos employés, vos ouvriers sur ces espaces-là. Fait que ça, c'est un des aspects du jeu qui est la base de pourquoi ce jeu-là était, à mon avis, assez original. Mais ensuite, on retrouve aussi des aspects que moi j'aime beaucoup dans les deck building, c'est de la confrontation. Oui, au début de chaque tour, on va retourner une carte conflit qui va nous expliquer pourquoi on va se battre ce tour-ci. Par exemple, ici, on a une escarmouche. Et sur la carte, vous allez voir les récompenses reliées à ce conflit-là. Donc, si le joueur qui va envoyer le plus de troupes au conflit va gagner 1 point de victoire, ah, Seigneur, c'est très bon, hein? Parce qu'il faut savoir qu'il y a comme une petite course. Le premier joueur à 10 points de victoire déclenche la fin de partie. Alors, on veut ces points-là. Fait que tu fais, OK, là, faut que je m'implique dans ce conflit-là. Mais le joueur en 2e position, à la fin de ce conflit-là, va avoir un jeton d'eau, qui est une ressource qu'on peut utiliser pour aller sur certains espaces. Et le 3e va avoir un épice, le mélange, qui est une ressource extrêmement convoitée, vous le savez sans doute, dans le monde de Dune. Donc, ce qui arrive, c'est que il y a plein d'actions ici, d'espace du plateau qui nous permettent d'envoyer des cubes dans la zone de conflit. Fait que vous voyez ici, on a comme une espèce de zone un peu abstraite, là, un espace avec 2 grosses épées. C'est là qu'on va envoyer nos cubes. On peut les envoyer à partir de nos garnisons. Donc certains espaces nous permettent juste de déployer des troupes sur la planète, mais ils ne sont pas encore dans le théâtre du conflit. Et d'autres nous permettent d'envoyer directement des troupes au milieu. Et ce qui arrive, c'est que là, on va en accumuler, dadadi, dadada. C'est aussi un jeu où il faut choisir nos batailles. Peut-être que c'est pas le moment d'envoyer ses troupes en faisant comme, OK, lui, il en a déjà envoyé, je sais pas, moi, joueur vert, en a déjà envoyé 5. Peut-être que je suis mieux de laisser aller, de pas essayer de m'investir dans ce truc-là qui est déjà un peu perdu d'avance. Mais là aussi où c'est intéressant, c'est qu'il y a plein de cartes qui ont des effets de révélation, que si vous les gardez en main, elles vont ajouter des épées au conflit.
Donc oui, peut-être ici que notre ami Hiver a beaucoup de cubes, mais peut-être que vous, en main, vous avez gardé un poignard ou un, je sais pas, on regarde ça. Worm Riders! Qui va ajouter 4 épées lors de la révélation, si vous l'avez gardé. Et si vous avez au moins 2 influences avec les Fremen. Et 6! Si vous avez une alliance avec les Fremen, oh my god, c'est insane. Fait il y a cet aspect-là aussi de surprise, de garder les cartes en main. Ça va rappeler un peu Arctic Scavengers, qui est un jeu de deck building où il y a justement ce genre de conflit, de bluff. C'est assez intéressant, puis ça crée une tension autour de la table. Où justement, tu vas avoir quelqu'un qui est comme... genre, tu vois quelqu'un qui a juste envoyé 2 troupes et qui a l'air très très confiant, puis qui est juste comme... vas-tu envoyer plus de troupes? Tu devrais peut-être, juste au cas où. Et qui va peut-être essayer de te pousser à t'engager dans une bataille que tu as déjà gagnée depuis longtemps, mais juste... il y a peut-être une carte intrigue que tu trouves avec beaucoup d'épées, je veux juste pas tomber dans une embuscade, je vais envoyer plus de troupes, je vais sacrifier mon tour pour ça. Fait que ça, c'est intéressant. Ça crée une tension, ça crée des discussions autour de la table. C'est vraiment, vraiment le fun. Ce qui est bien aussi, c'est que à chaque fois que vous faites une action avec une de ces 4 factions-là ici, vous montez de 1 sur la petite piste et éventuellement, vous allez gagner des points de victoire en faisant ça, puis éventuellement, peut-être aussi des alliances. Et le niveau d'influence que vous avez avec ces pistes-là peut avoir une incidence sur les cartes et leurs effets. Fait que ça, c'est très cool aussi. Il y a une belle interaction entre le placement d'ouvriers et les cartes en main. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Fait que oui, c'est un... Écoutez, comment dire? C'est un très bon jeu, je trouve aussi très accessible. Donc, contrairement à l'autre très connu jeu de Dune en circulation, il est beaucoup plus simple à apprendre, beaucoup plus simple à sortir aussi. Donc, vous n'aurez pas à faire 45 minutes d'explication de règles en faisant... Regarde, là, je vais t'expliquer ça en 1 heure, mais après ça, ta première game, ça va être de la merde, c'est sûr. Non, ici, on a un plaisir simple dès le début, c'est le fun. Il y a plein de trucs qui sont très thématiques aussi, que j'aime bien, qui représentent bien l'image que je me fais de l'univers de Dune et des différents personnages. Je suis pas nécessairement un fan du artwork qui représente... comment dire, c'est des peintures, des illustrations qui représentent les acteurs du film de Denis Villeneuve, qui est pas encore sorti à l'heure où je fais cette vidéo-là. J'ai le feeling que ça va mal vieillir. Timothée Chalamet ici, là, il est super sympathique, c'est un beau artwork, mais j'ai l'impression que dans 20 ans, ça va peut-être être un peu biz, ça va être un peu étrange de voir Oscar Isaac sur une carte. Je sais pas, c'est juste bien subjectif à moi. Et je dois le dire aussi, hein, oui, c'est le fun, mais il y a un peu aussi tous les défauts du deck building en général. Surtout des jeux de ce type-là, là, avec une rivière de cartes. Parce qu'il y a certaines cartes, justement, en révélation qui donnent de l'influence, et l'influence, tu peux l'échanger à la fin de chaque tour pour acheter une carte. Mais il y a tellement là-dessus qui dépend juste du hasard. Moi, j'ai eu des parties, justement, où la rivière de cartes a été pratiquement bloquée à cause qu'il y avait tellement de cartes qui avaient des hauts coûts que 2-3 tours dans la partie, on était comme, hey, ça va être dur d'acheter une carte, Seigneur. Tu as toujours ces petites cartes-là que tu peux acheter, justement, pour te donner des boosts qui sont toujours disponibles. Mais ça fait au final que des fois, tu as l'impression de ne pas avoir beaucoup de choix dans tes achats. Puis des fois, tu as l'impression de juste faire, ben, regarde, m'acheter cette carte-là, c'est la seule carte que je peux acheter, I guess. Puis j'ai l'impression que ça restreint un peu les choix. Ça donne l'impression, je pense, qu'au final, tu te sens pas à la fin d'une partie quand tu as gagné comme un mastermind, un grand stratège qui a fait exactement les bonnes décisions. Tu as l'impression un peu des fois d'être juste chanceux. Que, tu sais, la bonne carte est sortie au bon moment, qui combattait exactement avec ce que tu avais déjà acheté, puis ça fait que ton deck est devenu une machine à tuer, alors que les autres ont un peu piétiné, fait du surplace en faisant, bah, je sais pas, j'ai rien à acheter, j'achète n'importe quoi depuis tantôt, puis là, quand tu pioches ta main, ben, ça restreint aussi tes options. Fait que, oui, c'est le fun, oui, c'est plaisant, oui, c'est agréable, mais au final, il y a aussi un peu le chaos et l'imprévisibilité classique à ce genre de jeu de cartes-là. J'ai pas l'impression qu'on est capable de s'en extirper de façon originale. Il n'y a pas une façon qui nous permet d'avoir un réel vrai contrôle sur ce qu'il y a dans notre deck, sur ce qu'on va faire. On est un peu laissé à la merci de ce qui sort. Comme dans beaucoup de jeux de ce genre. Fait que moi j'aime ça. Moi ça me dérange pas. J'aime bien ce chaos-là. Puis des fois j'ai l'impression de justement être chanceux ou de faire la bonne décision, parce qu'il y a quand même quelques décisions, là, genre est-ce que tu vas investir tes troupes, est-ce que tu vas juste essayer de monter sur les pistes d'influence,
C'est des décisions concrètes et tangibles. Des fois, tu vas prendre une chance, tu vas faire « Ah, regarde, je vais aller sur l'espace qui va me faire piocher des cartes dans l'espoir de pogner ma bonne carte. » Tout ça, c'est des vraies décisions intéressantes. Mais au final, ça reste que c'est beaucoup de chaos. Pas beaucoup de politique, pas beaucoup de... Il n'y a rien à faire de genre « Ah, je vais te laisser cette game. » Non, non, c'est vraiment juste un deck building assez simple. Mais qui roule bien. Qui roule très, très bien. Fait que voilà. Ça fait le tour un peu de ce que je pense de Dune Imperium. Toi, Internet, l'as-tu essayé? As-tu vu le film? Vas-tu le voir? Eh, Seigneur, hein? Y a-tu des grosses attentes, ce film-là, rien qu'un peu? Oh my god. En attendant, je t'en prie, si tu l'as pas déjà fait, va lire la série Dune, au moins le premier volume, parce que c'est une saga extraordinaire, disponible en livre audio aussi pour ceux qui n'ont pas le temps de, de se claquer tous les gros dilemmes intérieurs de Paul Atreides. Fait que voilà, ça fait de mes critiques. Là-dessus, je vous dis, hein, laissez la peur vous traverser Internet, etc. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.